Merci d'être venu. On est vendredi matin, c'est un peu compliqué. On va essayer de ne pas être trop mauvais ce matin. Merci d'être venu pour cette présentation. On a à peu près 20-25 minutes ensemble sur la partie slide. Et puis après, j'ouvrirai le micro pour les différentes questions. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à partager avec nous à la fin de la session, profitez. On est un petit peu moins nombreux que les autres jours. Donc, ça laisse, j'espère pour les gens derrière, la capacité de nous écouter correctement. C'était pas toujours simple. Donc, tant mieux. C'est-à-dire que ça marchait plutôt bien. Donc, on est parti. On s'accroche. On y va. Donc l'idée principale. Aujourd'hui, je vais parler du retour d'expérience d'incident de réponse en temps de conflit, avec comme objectif deux grands axes. Un axe sur la partie réponse à incident, ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris, ce qui a été surprenant pendant un certain nombre d'interventions. Je reviendrai tout à l'heure sur le détail des interventions. On parlera majoritairement du conflit en Ukraine et des interventions et de ce qu'on a fait là-bas. Et sur une deuxième partie de présentation, je reviendrai sur plus un élément, je dirais, un peu plus technique. Alors quand je dis technique, 2 étoiles sur 5, on n'est pas dans un niveau de détail ultra technique, mais on va partager ensemble les TTP, donc les techniques, les outils, les procédures utilisées par les attaquants sur 3 types de grandes campagnes d'attaque qu'on a pu observer sur le terrain du conflit depuis février et avant février de l'invasion. Alors juste pour me présenter rapidement, s'il y a des gens qui veulent me suivre ou m'envoyer des messages ensuite pour me poser des questions, c'est relativement simple. Je m'appelle David Grou. Si vous connaissez un petit peu tout ce qui est comics, Marvel et compagnie, iamgroot@google.com. C'est straightforward, c'est facile. Vous m'envoyez un mail et je réponds normalement quasiment à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Je travaille dans la cybersécu depuis à peu près une vingtaine d'années. Je suis chez Mendiant maintenant depuis 7 ans et demi. Je suis CTO pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et je m'occupe des équipes techniques qui sont déployées en Europe de l'Ouest, ici en Europe bien évidemment. Et puis de toutes les présentations comme aujourd'hui, communication avec la presse et autres florilèges, on va dire, un peu sympas. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'objectif principal pour moi, c'est de vous parler de ce qu'on a fait en Ukraine. Alors il y a des choses que je ne vais pas partager aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'elles sont encore classifiées en TLP RED, comme on utilise en termes de classif. Donc il y a des choses qui sortiront au fur et à mesure dans des blogs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le conflit n'étant pas terminé, il y a toujours un volant cyber qui existe et qui est en cours. Et malgré tout ce qu'on peut imaginer, vous le verrez dans ce que je vais vous présenter, la cyber a joué une part importante. Alors bien évidemment, on ne peut pas la comparer à l'impact de la guerre kinétique sur le terrain, mais il y a eu une part importante de cyber, notamment sur le territoire ukrainien et sur les pays frontaliers. Et donc c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. En termes de chiffres clés et de partage d'informations sur les chiffres clés, pour vous donner un peu une idée de comment j'ai construit la présentation et du fait que j'ai pas utilisé uniquement des informations que j'ai googlées ou trouvées en OSINT. Donc on opère et on a été reconnu hier par le Premier ministre lituanien, si ma mémoire est bonne, qui a remercié la présence de Mendiant sur le territoire ukrainien depuis le début du conflit. Et on a globalement mobilisé à peu près 200 personnes depuis février 2022, février 2022, et on a opéré des réponses à incidents, de l'accompagnement à la rémédiation et à l'éradication de malware sur une trentaine, entre 30 et 40 entités gouvernementales et infrastructures critiques. Donc c'est à partir de ces éléments-là, récoltés, triés, anonymisés, que je vais vous partager un certain nombre de retours d'expérience. Donc quand on parle d'investigation et de réponse à incidents, c'est notre métier, ou en tout cas c'est un de nos métiers chez Mendiant. Aujourd'hui on fait à peu près 1200 réponses à incidents par an, un peu partout sur la planète. On a 650 consultants qui travaillent exclusivement sur la partie incident response. Donc on va dire qu'on est relativement bien huilé et avec les bonnes méthodos pour mener des opérations de réponse à incidents, d'investigation, de collection d'artefacts et autres. Et quand j'ai préparé la presse, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien raconter à tous ces gens qui vont venir me voir à Lille et qu'est-ce que je vais partager avec vous. Et il y a quelques petits trucs qui me sont venus à l'idée qui étaient relativement triviaux. Mais je me suis dit, c'est trivial, mais en même temps, ça m'était jamais arrivé dans les 10 dernières années. Donc ça a peut-être de l'intérêt d'être partagé et d'ouvrir la discussion là-dessus et en tout cas d'avoir une réflexion sur le sujet. Et notamment, quand on regarde sur la réponse à incident, on a rencontré 3 grandes choses qu'on rencontre assez rarement
dans les investigations qu'on peut avoir, je dirais classiques, au cours de l'année. La première, c'est la disponibilité. La disponibilité, en fait, c'est quoi? C'est la dispo des people et la dispo du matériel. On est en zone de conflit. Il nous est arrivé régulièrement d'avoir des gens qui travaillaient avec nous sur les analyses qui tout d'un coup quittaient l'endroit sur lequel elles étaient en train d'investiguer pour aller soit dans un abri anti-bombe, soit on a eu un cas, par exemple, d'une personne qui a été mobilisée pour aller protéger l'entreprise pour laquelle elle travaillait, au lieu de travailler directement sur l'IT. Et donc la disponibilité des gens a été un gros challenge pour nous, d'être capable d'avoir les gens disponibles toujours au bon moment pour récupérer les bonnes infos. L'autre challenge qu'on a rencontré, qui est un challenge qu'on ne rencontre pas non plus tous les jours, c'est les coupures électriques. Quand vous faites de la réponse à incident, de la coupure électrique, ça veut dire plus d'accès aux machines, ça veut dire plus rien en mémoire. Et donc ça pose pas mal de problèmes quand on commence à faire de l'investigation forensique en envoyant des captures d'écran sur des téléphones. Il nous manque un morceau de l'histoire dans la manière dont on opère. Donc ça, c'était vraiment deux gros challenges qui étaient les nôtres. Le deuxième élément qui était important, c'était la confiance. Et il y a deux types de confiance. Gardez ça en tête pour tout à l'heure, quand je vais aller plus loin dans quelques TTP que je vais expliquer. Il y a le niveau de confiance d'un point de vue humain. Est-ce que la personne avec qui je bosse est vraiment de mon côté et a vraiment envie de travailler avec moi? Vous êtes dans un pays dans lequel il y a une guerre culturelle aussi interne, pro-russe, pro-ukrainienne, sans prendre aucun parti. Chacun peut être dans un camp ou dans l'autre, voire même changer de camp. Donc est-ce que la personne avec vous donne les bonnes infos au bon moment de la bonne manière? Est-ce qu'elle touche pas au log? Est-ce qu'elle modifie pas des éléments? Et le deuxième niveau de confiance, et celui-ci on le garde en tête pour tout à l'heure, c'est la confiance physique. Ça, moi, ça m'était jamais arrivé en 15 ans, de me poser la question, de me dire, est-ce que la machine sur laquelle on investigue est bien sous l'autorité de la personne qui me mandate pour investiguer? Si je suis en zone d'invasion, est-ce que quelqu'un ne serait pas directement sur la machine et donc serait du camp opposé avec un accès sur le PC? Et vous verrez tout à l'heure un exemple d'usage de ce type de réflexion-là. Et le troisième élément qu'on a découvert, ou en tout cas qui nous a permis d'apprendre des choses pendant l'investigation, c'est tout ce qui tourne autour de l'outillage, avec notamment en Ukraine beaucoup d'environnements sans Active Directory, avec des OS relativement obsolescents, des vulnérabilités exposées. Encore une fois, on le gardera en tête pour tout à l'heure, mais si vous avez des machines qui présentent énormément de vulnérabilités, il n'y a pas besoin d'aller créer des 0D ultra complexes, de passer beaucoup de temps à aller créer du code vraiment à façon. S'il y a déjà des exploits qui existent un peu partout et qu'on peut les utiliser pour relayer sur un environnement, on gagne énormément de temps d'un point de vue attaquant. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les premiers niveaux de rémédiation avaient été souvent faits à l'arrache, tout simplement parce qu'on est dans un temps où on n'a pas de temps et où il faut juste être résilient. Donc une machine qui tombe, on la remonte, on la réinstalle, on s'occupe de rien, on perd des logs. Et encore, petit takeaway pour tout à l'heure, j'essaie de mettre des indices parce qu'on est vendredi matin quand même. Gardez en tête cette notion de mettre à jour rapidement à l'arrache. Vous allez voir que c'est intéressant d'un point de vue attaquant. Et enfin, dernier élément qu'on a découvert aussi, c'est énormément d'OS obsolètes et d'OS piratés. On est dans des environnements où les gens ont été téléchargés, même dans des institutions ou dans des industries privées, beaucoup de logiciels avec des licences craquées. Encore une fois, gardez ça en tête pour tout à l'heure, c'est assez intéressant. Dernier truc, je le dis parce que sinon je l'ai dit aux gens de hier et d'avant-hier, si je vous le dis pas, c'est pas cool. Beaucoup de Zimbra. Donc si vous regardez un peu la littérature dans les 3 derniers mois, comme par hasard, il y a plein de CVE Zimbra et il y a plein de blogs qui sont sortis dans les 6 mois, alors que depuis 10 ans, moi je savais même plus que ça existait, à part quand j'avais la Freebox il y a 20 ans chez moi. Ultra utilisé par l'attaquant russe, ultra poney, beaucoup de CVE, beaucoup d'utilisation d'exploits, et donc un chemin d'attaque assez intéressant. Alors quand on regarde un petit peu le conflit, nous on l'a découpé comme suit. Alors honnêtement, chacun peut avoir sa vision, mais ça c'est un rapport qu'on a publié il y a quelques mois, dans lequel on a mis en fait l'idée d'une timeline en termes de TTP. Alors il ne faut pas le prendre strictement, je dirais stricto sensu, tel qu'il est présenté, parce qu'à l'arrivée il y a des choses qui peuvent se chevaucher, il peut y avoir des chronologies qui se croisent et qui sont différentes, mais on a pu observer quand même majoritairement 5 phases à la campagne. Je ne vais pas toutes les résumer, vous les avez à l'écran, a priori tout le monde doit être capable de les lire, mais en gros on a le avant l'invasion,
où on est plutôt dans des notions de cyberespionnage, récupération d'informations, compréhension du scope géopolitique. Et donc on verra tout à l'heure potentiellement des campagnes qui ont lieu en dehors des frontières ukrainiennes. On a l'invasion post 60 à 90 jours. 60 jours selon la police, 90 selon les syndicats, mais en gros, entre 60 et 90 jours, destruction, déstabilisation. Et ensuite, on a toutes les campagnes récursives qui viennent pour faire du cyberespionnage, de la récupération d'informations et le retour des campagnes destructrices au moment où l'hiver arrive et où sur le terrain, on est ralenti d'un point de vue physique. Donc c'est vraiment, je dirais, les grandes tendances qu'on a pu voir pendant l'ensemble du conflit. On a vu aussi, on a publié un rapport qui s'appelle Fog of the War, qui est disponible sur nos différents blogs Mendiant ou Google Cloud, sur lequel on partage en fait les statistiques et un certain nombre d'éléments techniques sur ce qu'on a pu faire dans l'année 2022, et notamment ici vous voyez quelques stats sur l'utilisation massive du phishing comme point d'entrée. Donc rien de neuf sous le soleil, c'est des choses qu'on voit déjà dans d'autres types d'opérations, mais là on a un backup factuel statistique sur les types de domaines qui ont été visés par le phishing, et on voit en fait deux types de campagnes, les campagnes à l'intérieur de l'Ukraine sur des domaines appartenant à des entités ukrainiennes, et les campagnes à l'extérieur de l'Ukraine plutôt à destination des alliés ou des domaines des alliés de l'OTAN. Donc vous avez ici quelques stats en termes de croissance. Après, peu importe les chiffres dans le détail, mais ça vous donne une tendance. Et comme je le disais tout à l'heure, Fog of the War, si vous voulez regarder le rapport avec beaucoup plus de stats détaillés, vous avez une vingtaine de pages de stats avec l'ensemble des contenus. Donc je le disais en intro, je viens de parler un petit peu de l'incident response et des retours d'expérience. Je vais vous parler en fait de 3 grands types d'attaques qu'on a pu observer, avec quelques détails partagés au niveau technique et non technique. Donc le premier en fait, c'est les attaques destructrices. On a vu en fait sur l'Ukraine, notamment entre février et mai de l'année dernière, de fortes campagnes de wipers utilisées pour déstabiliser l'État, déstabiliser les citoyens, avec en 4 mois 8 fois plus de wipers que ce qu'on avait vu dans les 4 dernières années. Donc énormément d'utilisation de wipers, aussi bien en environnement IT qu'en environnement OT, et pas mal de choses qui font de l'IT et qui glissent vers l'OT. Sur l'OT pur, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de documenté, puisqu'il y a pas mal d'informations qui sont encore protégées. Mais d'ici l'été, il devrait y avoir des informations supplémentaires qui devraient sortir. On a vu aussi des entités, notamment sur la partie organisationnelle étatique, donc ce qu'on appelle ici les OIV, quand on parle de la France, qui ont été multi-targetées. Donc là, j'ai mis un exemple d'une entité, sans mettre son nom bien évidemment, mais qui a été targetée 6 fois en moins d'1 an, avec des vagues consécutives. L'idée étant de détruire, remédier, détruire, remédier, détruire, remédier, et juste d'aller ralentir les capacités ou d'aller perturber les capacités soit d'approvisionnement électrique, soit d'approvisionnement ferroviaire, soit d'autres types de choses critiques pour l'État. En termes de techniques utilisées, donc là c'est quelques exemples que vous pouvez voir à l'écran, mais globalement en termes d'infection et de persistance sur l'attaque, donc plutôt sur les premières phases de la kill chain, on voit l'utilisation massive du phishing. Et là, si vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai dit, rappelez-vous pour les prochains slides, on voit un exemple ici d'un phishing utilisé en langue russe, où en fait l'attaquant a directement utilisé un serveur Zimbra sur lequel il avait accès physique à travers un PC sur lequel il avait accès pour envoyer des mails à des domaines de confiance pour pouvoir propager des payloads. Donc c'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous envoie un mail avec un .gouv.fr. Donc il n'y a pas besoin de SPF, de DKIM, d'anti-spam ou quoi au caisse. Ça vient, c'est de confiance, ça vient d'une machine de confiance à travers un domaine de confiance. Par contre, physiquement, l'accès est utilisé par l'attaquant et il bombarde du mail pour essayer de propager le payload un peu partout. Donc on est sur un exemple d'utilisation de l'isolation ou en tout cas de l'accès physique pour la propagation. Sur le reste, on a vu pas mal de choses qui étaient assez classiques, Metasploit et compagnie, et 2 types de wipers de grandes familles, si on peut les classer en famille, les wipers au niveau folder et les wipers au niveau MBR, avec comme objectif unique de vraiment tout détruire et de ne pas donner de possibilité de recouvrement.
Donc on n'est pas dans du ransomware avec une clé potentielle ou un achat ou une revente ou X ou Y. On est dans une approche où la plupart du temps, on a, par exemple, pour l'exemple que je montre ici, destruction des shadow copies, destruction des crash dumps, utilisation de l'API Windows pour générer une clé random et pour être sûr qu'à part une réinstallation, il n'y a rien d'autre qui peut être mis en place. Donc on est vraiment dans de la perturbation pure et dure. Le deuxième type de choses qu'on a pu voir et qu'on a pu observer, c'est tout ce qui tourne autour des campagnes d'espionnage qui étaient utilisées en support à l'opération aussi bien en amont qu'en aval de la date d'invasion. Donc on a vu des campagnes de cyberespionnage, de cyberespionnage qui ont commencé en octobre de l'année d'avant, notamment plutôt sur les alliés de l'OTAN et les alliés européens, pour avoir des récupérations d'informations sur les postures diplomatiques, et ensuite de l'espionnage local pendant le conflit, et qui continue à opérer pour récupérer des informations, soit d'opposition, soit de citoyenneté, soit d'autres types d'informations sur tous les secteurs, télécommunications, finances, industrie lourde, gouvernement, école, université. Majoritairement des groupes russes. Vous avez quelques exemples de groupes qui ont été cartographiés comme étant actifs, mais pas que. Donc on a vu aussi des groupes biélorusses, pas trop de grandes nouvelles ici, hein. A priori ils sont plutôt co-belligérants. Mais on a vu aussi, et là c'est un petit peu plus surprenant et intellectuellement intéressant à gratter, des groupes chinois qui eux étaient plutôt en mode sidecar, on s'assoit, on regarde, on voit ce qui se passe, on collecte les infos et on verra si on les utilisera un peu plus tard. Donc on a vraiment observé ces deux types de personnes. En termes de techniques utilisées, j'en ai repris deux qui me paraissaient intéressantes. Alors une parce que elle est un peu old school, mais elle marche toujours bien. Vous avez un exemple sur une backdoor utilisée qui permet de faire du robocopie sur des périphériques extérieurs. Donc on voit un peu la notion aussi d'accès physique aux machines qui peut exister. Et la deuxième, je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, OS craqué, rémédiation à l'arrache, toutes ces petites choses-là. Vous avez un exemple ici qui est en fait plus qu'un exemple, puisque globalement, c'est ce qui s'est propagé de manière massive. L'ensemble, ou quasiment l'ensemble, je ne vais pas dire l'ensemble, parce que statistiquement, je ne sais pas, mais une grande partie des sites de torrent et de téléchargement, notamment d'operating system Windows 10, avaient été pawnés pendant le début de l'invasion et ont été retéléchargés pour réinstaller des rémédiations directement sur des machines qui avaient été elles-mêmes déjà détruites. Donc vous avez une machine détruite, vous réinstallez un OS, vous récupérez un OS qui est déjà pré-pawné avec des backdoors et vous le craquez avec un logiciel qui en plus réouvre des canaux de communication. C'est ce qui a été fait de manière massive sur ce que vous voyez sur l'écran à votre droite pour vous sur cette partie-là. Dernière partie sur la partie lutte informationnelle. Donc on a vu en gros, donc là il y avait une vidéo du deepfake Zelensky, mais bon peu importe. On a vu en fait trois grands types de lutte informationnelle et le mieux pour bien les comprendre, c'est de voir les petits schémas avec les couleurs. Alors, je ne sais pas si vous les comprendrez mieux d'ailleurs, mais il y a les trois schémas. En gros, on a vu la lutte informationnelle à l'intérieur de la Russie pour pouvoir influencer les citoyens sur la bonne réussite de l'opération spéciale, si j'utilise les termes russes. Les luttes, ou en tout cas les campagnes d'influence informationnelle qui ont lieu à l'intérieur de l'Ukraine pour persuader les Ukrainiens que le gouvernement est en train de tomber et de rendre les armes, ou que l'ensemble des moyens de survie ne sont pas disponibles. C'est typiquement le cas pour le deepfake dont je parlais tout à l'heure. Et toutes les campagnes informationnelles qui avaient déjà eu lieu aussi avant, notamment à travers UNC 1151, pour les gens qui connaissent ou qui veulent regarder Ghostwriter, c'est publié, c'est blogué depuis quelques années, qui ont fait de l'influence sur les pays alliés de l'OTAN et sur le trouble ou le côté un peu foggy des relations entre différents pays à l'intérieur de l'OTAN, divisés pour mieux régner, en quelques mots, était un petit peu la stratégie. Donc pas mal de campagnes de ce type-là. Et on a, en termes d'exemples, j'ai pris deux exemples qui me paraissaient assez intéressants à partager. Ici, on a un exemple de phishing qui a été utilisé encore une fois avec un accès légitime, donc du legit sur un domaine legit, qui permet de propager l'information. Et on est en fait sur des fausses annonces de risques terroristes et d'attaques à la bombe qui ont été propagées. Et qui peut faire le moins, peut faire le plus. On a derrière un inject en template RTF
Donc on a un, de la mauvaise info et de l'influence d'info, et deux, un payload qui peut être récupéré et qui peut permettre de pawner une machine. Donc là, vous avez l'exemple sous les yeux. Dernier élément que je voulais partager, deux derniers éléments que je voulais partager avec vous. Un statistique encore, donc vous pouvez le retrouver dans le même rapport. Là, vous avez un exemple du nombre de campagnes d'influence ou d'opérations d'influence qu'on a disruptées ou tech données sur l'année 2022, donc avec les différents groupes auxquels on les a rattachés. Donc juste avant, vous aviez un tableau avec les différents groupes qui ont généré ou géré des campagnes et des opérations, puisque chacun avait son profil, chacun avait son objectif, chacun avait son périmètre d'activité. On n'a pas les mêmes groupes en interne, en externe, en border, sur des sujets NATO, sur des sujets non NATO. Chacun a un petit peu sa spécialité dans l'activité. Et puis je l'ai dit déjà dans le cyberespionnage, pas que les Russes. On a aussi documenté une campagne qui s'appelle Dragon Bridge sur les Chinois. Donc les Chinois ont utilisé en fait les mêmes types de narratives et ont réutilisé des contenus qui étaient issus d'influence ou de campagnes d'influence russes pour les mettre à leur profit dans la narrative chinoise. Vous avez ici un exemple avec des gens qui sont protégés complètement contre tout ce qui est chimique et la découverte soi-disant d'un laboratoire de construction d'armes biochimiques et qui a été réutilisé par les Chinois pour confirmer que les Américains utilisent en back-end des labs dans certains pays dans le monde et notamment en Ukraine pour construire des armes biochimiques. Donc c'était un des objectifs de cette campagne-là, il y en a eu d'autres, mais on voit que les belligérants ou en tout cas les acteurs autour se sont dit pourquoi pas utiliser aussi les mêmes sujets pour pouvoir pousser nos propres idées. Pour conclure, et je m'arrêterai là-dessus pour pouvoir prendre quelques questions, ce qu'on a pu observer en fait globalement, donc c'est un challenge au niveau des personnes, ce que je disais au départ de la présentation, être capable vraiment d'avoir le bon personnel au bon moment, les bons accès, ça n'a pas été simple tous les jours, donc c'était vraiment un élément disruptif dans la manière de mener des investigations. Un autre élément qui était aussi important pour nous et qui nous a permis de travailler vraiment mieux, c'est le fait de connaître correctement les attaquants depuis longtemps et d'avoir un certain nombre de profiling de certains groupes qui étaient présents sur le terrain d'opération, notamment APT28, APT29, Tampa Marguedon, qui étaient déjà présents dans d'autres opérations depuis plusieurs années, puisque si vous regardez la documentation, APT28 existe déjà depuis, on est vendredi, je me souviens plus des dates, mais je vais dire au moins 13 ou 14 ans. Et les notions de communication qui étaient aussi importantes, pouvoir communiquer correctement et partager l'information avec les différents intervenants avec le bon niveau de sécurisation d'information a été assez challengeant. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, un petit retour d'expérience là-dessus. J'espère que ça a été insightful, comme diraient mes collègues américains. Et si vous avez quelques questions, il va nous rester 2 ou 3 minutes, j'imagine, pour qu'on prenne des questions. Absolument, bravo et merci pour cette conférence. Conférence sur les cybermenaces en temps de conflit. J'ai un micro avec moi fait pour aller dans le public afin que chacun puisse poser les questions ou demander les précisions qu'il souhaite. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? Oui. Tenez, monsieur. Merci David pour ce retour. Une petite question, vous avez parlé dans votre premier ex de destruction IT-OT. Je peux comprendre qu'il y a encore des informations sous TLP-RED, j'accepterai la réponse. Est-ce que vous avez des cas avérés de destruction OT autres que, dans des cas d'attaque cyber, donc autres que d'attaque physique, clairement. Ouais. Et est-ce que vous avez identifié les mêmes faiblesses que vous avez présentées en introduction sur la partie système ou applicative, sur la partie OT, manque de défense en profondeur, de segmentation, etc., qui pourrait avoir un impact direct? Alors je vais faire réponse de Normand, d'accord? Je réponds une partie et je réponds pas l'autre. Est-ce qu'on a vu de l'OT purement OT? Oui. Et après le reste, c'est pas encore documenté et c'est pas encore partageable, donc je peux pas répondre au reste de la question. Mais en tout cas, on a vu de l'OT, comme on avait pu voir il y a quelques années. Donc c'est un des cas particuliers sur lequel on est en train de travailler là pour publier des informations. En fait, c'est bien. C'est la réponse que j'attendais parce qu'il y a assez peu de documentation aujourd'hui sur le sujet. Non, il y a peu de documentation sur le sujet parce que c'est encore en TLP-RED. Et du coup, vous pensez qu'on aura un jour, vous publierez sûrement ces infos. Ouais, alors je peux pas m'engager, mais je pense que avant l'été, on devrait publier des choses. Aujourd'hui, le gouvernement ukrainien et les différents acteurs commencent à relibérer un certain nombre de classifications. Donc, on a de plus en plus de documentation qui sortent. Donc, on devrait avoir des choses qui devraient être publiables dans les mois qui viennent. Merci David.
Oui. Pardon, monsieur, je vais vous donner la parole ensuite. Merci beaucoup pour la présentation, hyper intéressant. Moi, j'aurais des questions, c'était relatif à la réponse aujourd'hui de l'Ukraine, de ses alliés et tout le monde autour, en fait. Se dire, ben là, vous avez pris le prisme vraiment attaquant, mais quelle est la réponse? Comment aujourd'hui ils se défendent? Est-ce qu'ils se défendent? Et les alliés autour, comment on agit? À quel niveau, etc. Si vous pouvez, bien sûr, donner les infos. Alors, je peux partager des choses, mais il faut qu'on reste là jusqu'à lundi. Parce que ça va durer un peu de temps. Mais la réponse courte, c'est aujourd'hui, il y a alors déjà, il y a un repositionnement majeur dans l'hygiène. On parlait tout à l'heure segmentation, MFA, cloudification et autres types de choses qui a été fait de manière majeure entre février et décembre au niveau local ukrainien. Donc il y a vraiment une transformation numérique forte dans les 9 à 10 mois pour monter en capacité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait sur le terrain de manière extrêmement rapide. Et ensuite, sur les alliés ou tout ce qui est autour, aujourd'hui, c'est beaucoup de partage de threat intel pour pouvoir détecter au plus tôt ou pour pouvoir disrupter des campagnes et des infrastructures. Et ça, il y a un partage qui se fait soit des niveaux gouvernementaux, soit dans des certs nationaux ou intercerts nationaux pour pouvoir mieux comprendre les TTP attaquants et faire de la détection ou de la protection ou de l'investigation. Après, tout dépend à quel moment on est dans la campagne. Et on voit de plus en plus aussi de communication et de publication sur tout ce qui va être campagne d'influence et take-down lié à des campagnes d'influence. Donc c'est plutôt du partage de threat intel qui se fait beaucoup. Beaucoup d'acteurs comme nous ont publié quasiment temps réel sans garder la data. Alors j'enlève ce qui est en tel PRED parce que bien évidemment vous avez des contraintes réglementaires, légales ou autres qui permettent pas de partager, mais beaucoup d'acteurs qui ont opéré sur le terrain ont partagé, ont ouvert des blogs quasiment real time. Quand je dis real time, peut-être 24 heures, 48 heures, mais en partageant les infos et les datas qui étaient présentes ou qui étaient partageables pour casser les infras au plus vite et pour faire tomber les campagnes au plus vite. Nous allons avoir une dernière question ici au premier rang. Monsieur. Oui, merci beaucoup. On sent qu'il y a une pression, une hostilité quotidienne, mais sur une échelle entre ce qui est non agressif et ce qui serait extrêmement agressif, on en est où en fait? Alors, c'est difficile à dire. Déjà, la première chose, c'est le cyber reste du cyber. Donc, par rapport au fait de bombarder une centrale électrique ou d'aller mettre un wiper, le choix est vite fait en termes de gravité de l'événement. On a été dans un pic d'activité où il y avait une très très forte pression avec des campagnes extrêmement régulières et rapides dans la fameuse phase 1 dont je parlais tout à l'heure, où on était vraiment dans la doctrine. C'est pas moi qui l'invente, il suffit de lire. Je ne sais pas la lire, on me l'a traduite, mais la doctrine russe est claire sur l'aspect militaire. Le cyber est un pan utilisé et utilisable dans les phases d'invasion et de compréhension de la position géopolitique et stratégique de l'ennemi. Aujourd'hui, ça, on l'a vu clairement entre février et mai, avec une activité extrêmement dense. Les autres opérations de cyberespionnage ou d'influence sont plutôt à un rythme de campagne qu'à un rythme quotidien. Donc aujourd'hui, même chez nous, on a relâché un peu la pression d'activité. On a toujours des gens qui y travaillent, mais on n'a pas du tout la même contrainte de workload que ce qu'on pouvait avoir sur les 4-5 premiers mois.